Merci à tous d'être présents ce matin pour ce débat à la problématique ô combien importante de démontrer que cette transition bas carbone est preuve de création de valeur, création de performance. Donc pendant très longtemps, la décarbonation a été perçue comme une contrainte, une exigence réglementaire. On l'a déjà évoqué ce matin dans les échanges, un coût supplémentaire. Aujourd'hui, la réalité change profondément et dans un contexte de volatilité énergétique, de tension sur les ressources, d'accélération réglementaire et de transformation rapide aussi des attentes du marché, la transition devient aussi un levier de robustesse, de résilience, de création de valeur. Donc la question n'est plus seulement celle de savoir comment on réduit son empreinte carbone, mais bien de savoir comment on transforme nos modèles industriels, les usages, les chaînes de valeur, les outils de pilotage pour pouvoir générer cette performance en lien avec cette transition. Et c'est tout l'enjeu des échanges que nous allons avoir dans cette table ronde. Alors pour explorer ce sujet, on a la chance d'avoir vos regards et d'avoir vos regards croisés, des regards croisés d'acteurs engagés aussi dans l'industrie, dans la mobilité, dans l'économie circulaire, dans la donnée et puis dans la recherche académique. Donc riche débat en perspective avec 3 séquences dans ce débat d'1h15. La première séquence va traiter du sujet des leviers concrets qui permettent de faire de cette transition un levier de compétitivité. On va ensuite évoquer le sujet des transformations. On l'a évoqué plusieurs fois ce matin. On va rentrer dans le savoir comment on doit modifier profondément les chaînes de valeur et l'ensemble des opérations des entreprises. Et puis le troisième sujet, c'est de savoir comment on réunit les conditions pour passer à l'échelle, excusez-moi, ces fameuses conditions de massification. Voilà, donc j'ai la chance d'ouvrir ce débat avec vous, Sarah Guéraud, auditrice experte ESG, au sein de Groway Fideliance. Valentina Carbone, ravie de vous accueillir également. Vous êtes professeure et directrice du programme doctoral à l'ESCP Business School. Laurent Dublanchet, vous êtes vice-président Europe et Affaires européennes et internationales chez Air Liquide. Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, vous êtes directeur de l'économie circulaire et la décarbonation client chez Manutan. Vous avez aussi d'autres activités, notamment au sein de l'ESSEC. Vous êtes directeur exécutif de l'ESSEC Global Circular Economy Chair et président du club des entrepreneurs alumni. Et je mentionne aussi, parce qu'on en avait parlé pendant l'échange, vous êtes président et fondateur aussi de l'ESC 2027 pour faire en sorte que ce soit le prochain quinquennat de l'économie circulaire. Stéphane Rény, vous êtes Chief Sustainability Officer chez Evans. Et puis enfin, François Clément Grandcourt, directeur général de la division briquet de chez BIC. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour montrer que la transition est déjà à l'œuvre, en fait. Et puis on va essayer de comprendre ce qui permet de rendre la rendre réellement performante, industrialisable et créatrice de valeur. Avec vous, Laurent Dublanchet, on a évoqué que pendant longtemps, la décarbonation a été perçue comme une contrainte et qu'on a finalement opposé à court terme décarbonation et compétitivité industrielle. Comment, au sein de votre groupe, chez Air Liquide, vous démontrez qu'il est possible de décarboner sans affaiblir la performance économique ni le tissu industriel? Merci Émilie et merci à tous d'être là ce matin. Merci d'avoir ces échanges. J'ai trouvé que les premiers échanges étaient posés, nourris et vraiment intéressants. Et je crois qu'on a besoin de ce type de forum pour poser ces questions qui sont très complexes avec tout le recul nécessaire. Dans ce que vous dites, il y a une double contrainte, celle d'aller vite. Je crois que l'urgence aujourd'hui, elle a été encore illustrée dans les premiers échanges. Plus personne ne peut douter de la nécessité d'aller très vite. Et puis en même temps, cette contrainte de le faire de façon abordable, réaliste, compétitive pour les entreprises et les consommateurs qui à la fin achètent des produits décarbonés. Et cette double contrainte, en fait, elle est aussi liée au fait qu'une entreprise qui est un corps social ou une société, elle peut aller à un certain rythme. Et la question de savoir, c'est est-ce que ce rythme est compatible avec cette urgence qui est signalée par tous les experts. Pour nous, donc, c'est comme beaucoup d'entreprises, c'est un problème qui est très très complexe de savoir comment on arrive à allier ces deux contraintes. Et souvent, quand on a un problème complexe, en fait, il faut se fixer quelques principes très simples. Et le principe qu'on essaie de se fixer chez Air Liquide, c'est de se dire finalement de quoi nos clients ont besoin, au-delà de débats parfois un peu idéologiques sur telle ou telle technologie. On comprend que ce débat doit avoir lieu, mais ce qui est important, c'est de se dire comment on évite d'émettre du CO2.
d'une part, quand on peut le faire, et d'autre part, quand on ne peut pas éviter d'émettre de CO2 parce que certaines industries ont ces émissions, comment on le traite, comment on le capte et comment on fait en sorte qu'il ne soit pas dans l'atmosphère. Ça veut dire qu'il y a un certain besoin d'agnosticité sur les technologies qu'on met en œuvre et qu'on a besoin, comme le disait M. Wasserman, d'éviter d'orchestrer le clivage. Donc cette question-là, pour nous, elle est assez importante dans la mesure où finalement on a un portefeuille de technologies qui va... Alors l'hydrogène a souvent été un peu iconique dans le débat. Faut-il de l'hydrogène, pour ou contre l'hydrogène? Aujourd'hui, on le dépasse un peu, ce débat. L'hydrogène, il peut être produit par différentes façons. Quand on peut le produire de façon renouvelable avec de l'électrolyse, on le fait. Quand on peut le produire de façon compétitive avec du captage de CO2, on le fait. Et donc, en fait, je pense que sortir de ce clivage de technologies, pourvu que ces technologies qu'on met en œuvre aient des seuils d'intensité carbone limités, pourvu qu'on limite l'intensité carbone des produits, en fait, il faut mobiliser l'ensemble de ces technologies. La troisième chose, c'est que effectivement décarboner pour décarboner ne suffit pas. Ça a été illustré dans les propos précédents. Si on décarbone, comme le disait Sylvain Wasserman, en important des produits non européens ou chinois, finalement, on va fragiliser nos écosystèmes. Donc, la décarbonation aujourd'hui ne peut plus aller sans la résilience. Et pour nous, chez Air Liquide, c'est de se dire, on va mobiliser les écosystèmes territoriaux. Le métier d'Air Liquide, il est éminemment local. En France, c'est le bassin industriel d'Anvers, du Havre. En Belgique, c'est Anvers. Ou Fos-sur-Mer en France. Ou Dunkerque, dans le nord de la France. Ou Rotterdam. En fait, ces écosystèmes, c'est une concentration d'industriels, une concentration de compétences et d'infrastructures. Et mobiliser en fait, ces écosystèmes locaux avec le soutien de l'État, c'est une façon en fait, de booster cette résilience et de faire en sorte qu'on puisse décarboner, maintenir en même temps des écosystèmes industriels, et il y a des cas où ça marche. On a eu parfois des cas un petit peu d'idéologie technologique, typiquement le Green Deal a eu parfois l'idée de se dire on va privilégier les technologies renouvelables. On a eu des débats homériques sur qu'est-ce que c'était que l'hydrogène renouvelable au sens de la Commission européenne. Ça a été épique. Dans certains cas, ça peut marcher, même si ça a été compliqué. Par exemple, au Havre, on va démarrer en fin d'année 2026 le plus gros électrolyseur qui n'était jamais conçu, donc 200 MW, pour alimenter un grand raffineur de la région du Havre. Donc ça, c'est du renouvelable. On peut aussi mettre en œuvre de la captage de carbone, et on travaille avec des partenaires cimentiers, La Chaux, dans le nord de la France, ou d'autres clients. Donc on voit en fait que mobiliser différentes technologies renouvelables et bas carbone, à partir du moment où on réduit l'intensité carbone des produits, travailler avec les partenaires dans les écosystèmes industriels, en fait, c'est ça qui va faire que les choses fonctionnent. Et on a beaucoup investi en France ces dernières années comme jamais parce que cette transition est là. Très bien, on reviendra un peu plus tard dans les échanges sur la dimension de l'écosystème. On va avec vous, François-Clément Grandcourt, aborder le sujet du modèle d'affaires, et forcément quand on parle de compétitivité. Alors vous portez une approche très structurée chez BIC sur la circularité. Comment cette approche systémique permet-elle de réduire les externalités, évidemment, mais aussi de renforcer votre modèle d'affaires ? Alors quand on parle de l'industrie et de reprendre la main sur tout un certain nombre de parties de chaîne de valeur, on parle de quelque chose sur le long terme. Quand on regarde l'exemple qu'on a pu avoir sur nos propres affaires, mais également à l'extérieur, on parle de quelque chose qui se joue entre 10 ans pour trouver les solutions et 15 ans de plus pour les mettre en place. Donc on est sur 25 ans au total. Ce qui veut dire que dans ce type de temps-là, on a intérêt à penser différemment et à se dire, si on veut récupérer l'industrie dans 10-15 ans, à quoi ressemblera-t-elle à cette époque-là ? Et donc remonter l'ensemble des chaînes de valeur, mais également des usines, en prenant déjà en compte les contraintes que l'on aura à cette époque-là. Au-delà des débats homériques, des textes d'accord, pas d'accord, compliqué, pas compliqué, on sait tous où ça va. Il n'y a pas bien, c'est une question de date, hein, voilà, c'est tout. Et donc, au fait, quand on prend cette approche-là, c'est assez simple. Et sur typiquement les objets, qui sont vendus typiquement par BIC, ce sont des objets qui doivent devenir circulaires. Et donc, tout l'enjeu est de se dire, première chose, est-ce que c'est possible ? Il y a 10 ans, on me disait, oula,
avoir quelqu'un avec un tournevis qui démonte une voiture, il y a suffisamment de matières premières, on peut le faire fonctionner. Un briquet, un stylo, un rasoir, il n'y a pas de valeur, il est impossible de faire que ce soit ne serait-ce que acceptable financièrement. Et c'est une erreur. C'est une profonde erreur, puisqu'en fait, quand on a des produits qui sont standardisés, des machines automatiques permettent de générer autant de matières premières, de récupérer autant de matières premières qu'une personne avec un tournevis qui démonte une voiture. Donc en fait, il y a tout un ensemble de biais mentaux que l'on a, qui nous emmènent vers le fait de dire c'est pas possible, alors qu'en fait, c'est parfaitement possible. La deuxième dimension, c'est de se dire très bien, mais financièrement, aller récupérer des produits partout, c'est juste impossible. Deuxième erreur, ça fonctionne. Donc en fait, le point est le suivant. Quand on se projette à long terme et qu'on se dit, puisque la circularité devient quelque chose qui est absolument fondamental, peut-on en faire quelque chose qui est en fait une nouvelle activité ou un complément d'activité? Et je peux vous dire, ça fonctionne d'un point de vue opérationnel, ça fonctionne d'un point de vue financier. Et en plus, on a la chance en France d'avoir un certain nombre d'aides, notamment sur notre première machine de désassemblage, l'ADEME a participé au financement, et ça permet de s'assurer, quand on ne sait pas trop où on va au début, qu'on aille bien dans la bonne direction en limitant le risque. Donc en bref, c'est possible. Alors, on va continuer sur le sujet de la circularité. Merci François pour confirmer si c'est possible chez Manutan aussi avec vous, Pierre-Emmanuel. Donc l'économie circulaire est encore parfois perçue, malgré tout ce que vous venez de partager François, comme une démarche vertueuse mais encore secondaire. Chez Manutan, comment est-ce que vous démontrez qu'elle constitue également un levier concret de compétitivité sur votre marché B2B? Merci beaucoup. Alors déjà, de manière macro, ça reste secondaire un peu partout, malheureusement. Oui. Il y a beaucoup de projets, de POC, comme on dit, mais il faut absolument accélérer pour industrialiser et remplacer concrètement l'industrie du neuf. Manutan, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, de manière très simple, notre concurrent numéro 1, c'est Amazon Business. On est un grand catalogue, une grande redoute B2B, on va dire, où vous pouvez acheter tout ce dont vous avez besoin pour travailler dans un bureau ou un entrepôt. Très concrètement, on a décidé d'attaquer le marché du reconditionné en devenant nous-mêmes reconditionneurs. Donc on est seul à le faire dans la distribution B2B, puisqu'il y a très peu d'offres. La grande problématique, c'est évidemment l'offre. Et donc, comment on joue notre rôle, comment on embarque l'écosystème en tentant quelque chose qui est très risqué, entrepreneurial, en lançant nous-mêmes du coup une usine de reconditionnement qui est notamment située au Bourget. Pourquoi on le fait et pourquoi effectivement on pense que c'est absolument crucial, et pour répondre à la question comment quelque part ça crée un facteur très important de compétitivité. La première chose, c'est l'histoire qu'on raconte très concrètement au cœur de notre modèle économique. Aujourd'hui, lorsque vous êtes acheteur indirect pour ce qui nous concerne et que vous devez décarboner vos achats, c'est incroyablement compliqué. C'est une chose supplémentaire dans votre quotidien. Vous devez réduire les coûts. Il y a beaucoup de choses évidemment sur la sécurité. On a des acteurs dans la salle, que ce soit de la défense, du nucléaire, de l'énergie, etc. Il y a beaucoup de contraintes. La décarbonation, c'est juste un truc en plus extrêmement complexe. Donc comment on fait en sorte de pouvoir proposer des solutions, raconter une histoire enthousiasmante? Un produit reconditionné, c'est en moyenne, et les moyennes parfois c'est pourri, surtout sur 1 million de produits, mais bon, 60% d'émissions de CO2 en moins. On parle d'évitement d'émissions de CO2 puisque ce n'est pas les évitements, enfin, ce ne sont pas les émissions du produit neuf, du coup, avec l'extraction de la ressource naturelle initialement produite et la production elle-même, évidemment, du bien. Donc ça, c'est le premier point qui est extrêmement important. Il y a de plus en plus d'appels d'offres où des clients vont nous dire, voilà, comment vous nous aidez sur la décarbonation. Des visites très concrètes, on a besoin de preuves aussi de hubs circulaires, y compris sur des catégories pour l'instant sur lesquelles on ne reconditionne pas, pour s'acculturer, et ça crée un avantage comparatif extrêmement différenciant au moment d'être en compétition avec des grands acteurs que j'ai évoqués juste avant. On parlait de décarbonation, c'est la même chose avec les plans d'adaptation. On en a beaucoup parlé avec évidemment Sylvain Wasserman, avec François Gémen. Dans les appels d'offres, maintenant, vous avez de plus en plus la question, quel est le plan d'adaptation en cas de risque climatique? Est-ce que vous êtes capable, le cas échéant, de vous assurer que vous allez quand même livrer mon entrepôt pour assurer une continuité de la production? Un produit reconditionné, il n'y a pas plus local. On va effectivement sourcer des produits usagés, faire des déménagements, par exemple pour le mobilier, de sièges sociaux, d'endroits qui sont en Ile-de-France, en France, à la rigueur parfois aux Pays-Bas, en Italie, puisqu'on s'occupait des JO, par exemple, de Milan-Cortina. C'est extrêmement local et ça assure une résilience très très forte en cas de disruption de la chaîne de valeur. On arrête
arrive du coup sur le sujet de la résilience. Sur la résilience, il y a tout le sujet économique, puisqu'on va voir encore une fois les problématiques géopolitiques qui font augmenter le coût des matières. On a des fournisseurs de neuf qui nous appellent en disant à partir de demain, vous connaissez l'histoire, c'est plus 15% sur des produits fondamentaux. On ne produit rien chez Manutan à part justement les produits reconditionnés. On ne peut rien faire d'autre que subir et tenter de négocier un peu comme tout le monde dans une forme de sauce qui peut. On rajoute évidemment le CBAM, la taxe carbone aux frontières, qui est entrée évidemment en vigueur en janvier 2026. Pour l'instant, les montants sont faibles sur quelques ressources naturelles comme l'acier. Ça va augmenter exponentiellement. Je souhaite que ça augmente beaucoup plus alors que je bosse dans une entreprise européenne qui importe parce que justement, ça va potentiellement accélérer ce phénomène. 2 derniers points, j'en termine par là. Pour les collectivités publiques, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, un article connu maintenant, l'article 58, qui demande aux acheteuses et aux acheteurs publics de faire tout ce qu'elles peuvent, tout ce qu'elles peuvent pour acheter des produits effectivement issus de l'économie circulaire, soit qui intègrent de la matière recyclée, soit des produits de réemploi, des produits reconditionnés sur à peu près une dizaine de catégories de produits. L'offre n'est pas disponible. Nous vendons tout aussi bien à une entreprise du CAC 40 qu'à une école, qu'à la région ou aux régions. Comment on fait pour les accompagner en créant cette offre qui n'existe pas? Sinon, c'est juste un article de loi qui est très bien ficelé, mais qui ne peut pas, le cas échéant, devenir une réalité sur le terrain. Donc tout simplement, quand on parle de compétitivité, c'était votre question, et de différenciation, en étant vraiment un acteur qui propose des solutions concrètes de la décarbonation, on aide, on suscite de l'enthousiasme en disant c'est compliqué, on va y arriver ensemble. Je parle là des clients, mais c'est aussi vrai évidemment pour nos fournisseurs, on y reviendra après. On les aide à le faire, on crée une trajectoire enthousiaste collectivement pour faire des premiers pas. On évoquait le 2050, je suis incroyablement d'accord avec Sylvain Wasserman sur la fatigue énorme des acheteurs, notamment sur ces grandes trajectoires à très long terme, comment on a des petits pas qui permettent de célébrer des petites victoires et de montrer évidemment qu'on y arrive. Mais à nous de créer des solutions, en particulier pour ceux qui sont leaders sur leur marché. Très bien, merci Pierre-Emmanuel pour votre énergie. Alors, on vient de partager 3 expériences d'entreprise, 3 témoignages qui démontrent le lien positif transition bas carbone et compétitivité. Avec vous, Valentina Carbone, avec votre regard académique, que nous disent aujourd'hui les travaux de recherche sur le lien entre la circularité, la décarbonation, la résilience, la compétitivité? Est-ce qu'on en est encore à une intuition ou est-ce qu'on commence à avoir des travaux qui démontrent que cette réalité est réelle et confirmée, ce lien entre performance et transition bas carbone? Merci beaucoup pour cette question. On est dans des domaines où souvent la pratique peut être même à l'avance par rapport au domaine de recherche qui se développe un peu en observant les choses qui changent. J'aimerais bien d'abord placer un peu le lien entre la recherche en décarbonation et l'économie circulaire. Pour que vous sachiez, il y a des communautés qui jusqu'à il y a peu se parlaient très peu. En fait, il y a des conférences, des revues où on parle de décarbonation, énergie, et il y a d'autres instances où on se réunit pour parler d'économie circulaire. Ah non, non, moi je ne suis pas décarbonation, moi je suis économie circulaire. Donc, vous voyez déjà un certain clivage. Donc, ce lien, pour l'instant, est encore faible dans les publications qu'on connaît, tout ça. Après, je perçois des signaux qui montrent une certaine convergence. Un premier signal vient du fait qu'on assiste avec des terminologies différentes, mais par exemple à l'émergence de concepts un peu plus ambitieux. Parce que jusqu'à il y a peu, en décarbonation, on s'intéressait effectivement aux émissions, à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre, à comment on les mesure, à comment on rendre compte. Et en économie circulaire, on s'intéressait encore beaucoup aux décisions en fin de vie, recyclage, disons les initiatives les plus opérationnelles, les plus marginales, souvent, et tout ça. Aujourd'hui, on voit l'émergence de concepts beaucoup plus ambitieux. Par exemple, juste pour vous donner un exemple, dans le domaine de la décarbonation, on a le concept Deep Decarbonization, qui nous dit, on sait qu'il y a plein de technologies, elles sont toutes là. Peu importe les technologies, ce qui est important pour changer vraiment l'échelle de la décarbonation, c'est comment avoir des stratégies cohérentes au niveau d'une entreprise, certes, mais aussi au niveau d'un territoire, aussi au niveau d'un État. Donc, vous voyez que là, on commence à être beaucoup plus ambitieux parce qu'on ne parle pas d'un acteur, on parle d'un territoire, d'un pays, potentiellement d'une région. En parallèle, dans l'économie circulaire aujourd'hui, il y a un concept qui est de plus en plus mobilisé, qui est celui de strong circularity. La circularité forte versus la circularité faible. À quoi on fait référence quand on parle de circularité forte? On fait référence beaucoup plus à la conception des produits avec une vision de création, partage et récupération de la valeur beaucoup plus en amont. Donc on parle moins de recyclage. On parle de chaîne de valeur imbriquée
avec la matérialité, les ressources critiques. Donc vous voyez que les discours sont en train de changer. Est-ce que les deux recherches se parlent déjà? Pas beaucoup. Mais je pense que malheureusement, elles seront amenées à se parler beaucoup plus. Parce que la circularité réintroduit la matérialité de la transition énergétique, la transition bas carbone. On va avoir des compétitions pour les usages de ces ressources critiques, de ces matériaux. Donc forcément, je pense que bientôt, on aura de plus en plus de convergence. Et c'est une convergence entre décarbonation et économie circulaire, mais c'est aussi une convergence entre les différents facteurs qu'on vient de mentionner, compétitivité, résilience, enjeu de pérennisation de certaines industries. Donc je pense que le mariage n'est pas encore fait, mais dans la recherche, on commence à évoluer vers la combinaison de ces deux créneaux. Dernier mot, est-ce que l'économie circulaire amène toujours plus de compétitivité? Je ne sais pas, je pense qu'il manque un saut. Ce qu'on voit émerger, effectivement, des travaux qui montrent comment économie circulaire et résilience dans la pérennisation des sources d'approvisionnement. L'économie circulaire est aussi appelée l'économie de la ressource. Donc, je pense que là, la compétitivité, oui, peut-être, mais toujours avec cette vision un peu à long terme, ça passera par plus de résilience et plus de robustesse. Merci Valentina. Donc on va continuer notre tour de table des cas d'études. Et donc on a parlé de l'industrie avec vous Laurent. Et maintenant Stéphane, on va parler avec vous de la mobilité durable, puisque Ayvens est un leader mondial de la mobilité durable. Je vous laisserai en dire quelques mots. La transition, évidemment, dans votre secteur commence par l'électrification du parc automobile. Comment une entreprise comme Ayvens capte cette opportunité économique tout en maîtrisant et en anticipant des risques qui sont évidemment liés aux évolutions de marché, cette fameuse demande, mais aussi le cadre réglementaire. Et on a pu avoir quelques éléments ce matin aussi dans les différentes tables rondes. Merci, bonjour à tous. Je suis d'accord avec la question déjà, pour commencer, c'est important. Non, sur le fait qu'il n'y aura pas de trajectoire de décarbonation solide et pérenne sans une adoption massive du véhicule électrique dans un business comme le nôtre qui consiste, pour rappel, à louer des véhicules sur des durées d'environ 4 à 5 ans à une clientèle essentiellement constituée d'entreprises de toute taille. En réalité, donc on achète des voitures à des constructeurs automobiles et ensuite on les reloue pour que nos clients puissent faire tourner leur business. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Et ensuite, on espère pouvoir revendre ces véhicules au bout de 4-5 ans sur le marché de l'occasion à des prix corrects, et on y reviendra. Donc, factuellement, et c'est vrai que le débat sur le véhicule électrique est devenu complètement hystérique ces dernières années, mais factuellement, on parle quand même d'émissions de CO2 sur la totalité de la vie du véhicule, qui sont dans les proportions de 1 à 4 entre un véhicule thermique et un véhicule électrique. C'est d'autant plus vrai sur les marchés avec une électricité décarbonée comme la France. Et si on ramène le sujet aux bornes d'Ayvens qui s'est doté il y a quelques mois d'une trajectoire de décarbonation scope 1, 2, 3, horizon 2050, validée par SBTi qui plus est récemment, en fait on s'aperçoit que dans ce plan de transition, pour arriver à atteindre ces targets, l'électrification c'est de très loin le levier de décarbonation le plus important, c'est plus de la moitié de l'effort, donc c'est pas le seul, c'est quand même la bonne nouvelle, mais clairement si on n'est pas au rendez-vous d'une électrification massive, il n'y a pas de scénario dans lequel on atteint nos cibles. Donc je pense que c'est important de commencer par là. Après, effectivement, chronologiquement, on a d'abord parlé d'opportunités sur l'électrification sous l'angle très basique de nous, on vit avec, pour et grâce à nos clients. On est une entreprise de service, on n'a pas de supériorité technologique particulière liée à nos processus industriels. Et donc le fait d'avoir une forte demande issue des clients B2B, en particulier des grands groupes, sur l'électrification, c'est une opportunité massive en fait, déjà de conquérir des nouveaux clients. Si on n'est pas au rendez-vous avec des prix et des produits compétitifs, on ne fait juste pas les deals en réalité. Et puis au-delà de ça, l'électrification est un processus, ou en tout cas la transition énergétique appliquée au parc automobile est un processus qui est tellement complexe parce que les technologies sont complexes en elles-mêmes, le choix et l'éventail de technologies n'est pas forcément évident à saisir. On évolue dans un environnement réglementaire et fiscal qui est en mouvement permanent et qui est un millefeuille absolument incompréhensible de l'acheteur ou du financier lambda, en fait, en particulier si on raisonne dans un scope international. Et donc la possibilité
d'accompagner ses clients sur la durée dans cette transition, c'est vraiment générateur de valeur parce que ça crée une dimension et une relation qui est beaucoup plus qualitative que le volet un peu plus transactionnel de je loue au plus offrant. Pour autant, au-delà de ces opportunités-là, il peut y avoir aussi des nouvelles opportunités de business sur les accompagner, sur des solutions de recharge, etc. bien sûr. Au-delà de ces opportunités, il ne faut pas non plus avoir une vision trop angélique de cette transition. Elle est également porteur de risques qui sont véritablement existentielle pour une entreprise comme la nôtre. Et en fait, j'y ai fait allusion un peu plus tôt. En fait, la capacité que l'on va avoir de revendre ce véhicule d'occasion électrique sur le marché à un prix qui ne sera pas trop éloigné du prix qui a été pris en compte initialement dans l'hypothèse de calcul de loyer, eh ben, c'est ce qui va faire la différence entre une entreprise qui va survivre et une autre qui va mourir en réalité. Et ce qu'on observe depuis quelques années, c'est que quand même les pertes sur le véhicule électrique sont massives. Alors heureusement, on est sur des volumétries qui sont relativement faibles, mais notre capacité à maîtriser ces risques-là via un certain nombre de leviers de mitigation interne et d'avoir une transition qui soit progressive et ordonnée, c'est vraiment un peu un facteur clé non seulement de succès, mais de survie. Et donc, on est en permanence, en réalité, sur cette espèce de ligne de crête entre l'exploitation des opportunités et le management des risques financiers en particulier. Très bien. On vient de balayer avec chacun d'entre vous les opportunités économiques qui sont à saisir dans cette transition bas carbone. Avec vous, Sarah, on va évoquer le sujet du reporting. On voit bien là que le contexte évolue. On n'est pas simplement dans une décarbonation comme une réponse à un cadre réglementaire. On va au-delà et c'est source de création de valeur et de compétitivité. De votre côté, quand on parle de reporting extra-financier, qui reste souvent associé jusqu'alors quand même à cette contrainte réglementaire, comment vous voyez les choses évoluer ? Comment on peut faire de ce reporting extra-financier finalement un véritable outil de pilotage stratégique et de création de valeur au sein des organisations et des entreprises ? Oui, alors c'est vrai que je donnais peut-être un point déjà de contexte. Moi, ça fait maintenant plus de 10 ans que voilà, j'audite et j'accompagne du coup des structures dans leur reporting extra-financier. Alors c'est sûr, la France était en avance. On a aujourd'hui 10 ans du coup de publication de reporting RSE et de vérification derrière. On voit désormais un effet de ruissellement. On a la chance dans ce parterre d'avoir des groupes super engagés, donc bravo à tous. Mais ce n'est pas forcément le cas partout ailleurs. Mais il y en a des initiatives qui avancent avec des reportings volontaires qui sont demandés. Alors pourquoi ces entreprises publient volontairement, c'est pas non plus la main sur le cœur, c'est parce que c'est leur donneur d'ordre qui leur demande. Des groupes engagés comme les vôtres, ou du coup leurs financeurs. Et finalement, ce reporting réglementaire ou volontaire n'a pas de valeur si en fait ça n'influe pas les décisions d'entreprise. Donc ça c'est un point du coup important. En tant que du coup avec ces deux expertises financiers et non financiers, je vois le bilan. Moi je fais beaucoup de corrélations avec la comptabilité. Okay, donc on a un bilan comptable, on a un compte de résultat comptable qui donne une photo à un instant T de l'entreprise. Et finalement, c'est ça qu'il faut avoir. En fait, c'est un bilan ESG qui permet de piloter finalement les actions du coup de l'entreprise. Et quand nous on fait du coup des audits, on complète finalement nos audits de conformité des rapports avec des audits de stratégie. Et c'est là on va embarquer du coup la direction, du coup les différents services sur les différentes questions. Est-ce que vous êtes déjà quels sont les indicateurs importants? Je vous donne un cas concret. Là, j'étais avec du coup un client la semaine dernière, et puis il me dit Sarah, qu'est-ce que vous allez auditer? Je dis je dis ce qui est important. Sarah, j'ai 100 indicateurs. Je dis je vais pas auditer les 100 indicateurs. Je regardais qu'est-ce qui est vraiment du coup significatif et pertinent du coup pour l'entreprise. Et la première question que je pose, c'est les cibles. Une société qui est mature, c'est celle qui s'est donné du coup un objectif chiffré. Donc c'est sur cela du coup sur lesquels on va se concentrer, sur lesquels on va vérifier que la donnée du coup est cohérente. Et finalement, pour bien piloter, on le sait, c'est comme le pilotage financier. On suit très bien du coup son chiffre d'affaires, on suit très bien ses marges. Il y a des budgets du coup qui sont validés. C'est la même chose demain du coup dans ce reporting. Il faut que ce soit, faut qu'il y ait un meilleur pilotage du coup de la donnée ESG. Et c'est pas en publiant une fois par an que la donnée est bonne. Donc si on pilotait son chiffre d'affaires et sa trésorerie une fois par an, je pense que les entreprises seraient pas là aujourd'hui. Et surtout, ce qu'on voit aujourd'hui comme tendance, ce qui est intéressant, moi je trouve, depuis dans les conseils d'administration ou même en fait au sein des investisseurs financiers dans des prêts qui sont adossés à des critères ESG,
on voit qu'on évolue finalement dans les critères, notamment carbone. Avant, on voyait du coup des performances sur la tonne carbone, et maintenant, on transforme ça finalement sur la donnée d'activité. C'est vrai qu'on parle beaucoup de circularité voilà, au sein de cet atelier-là. Donc, on retrouve plutôt du coup en termes de performance dans les conseils d'administration et les tableaux de bord. Bon, bien sûr, la tonne carbone est toujours là, mais on va parler de part de marchandises du coup recyclées. On va parler aussi parfois de flotte de véhicules en fonction du coup de l'activité. Donc, on va rentrer du coup dans le pilotage d'une donnée opérationnelle. Et c'est là où je rentre dans le côté pragmatique du coup et opérationnel. C'est ça où il faut aller. Et pour moi, voilà, il faut qu'on fasse des reportings utiles, pertinents, voilà, pour que ce soit lu par tous et qu'on montre voilà, les actions qui ont été réalisées. On va évoquer maintenant le sujet de la transformation. Qu'est-ce qu'il faut réellement transformer au sein de vos organisations, dans les produits, les procédés, les usages, et puis l'ensemble des organisations, pour pouvoir saisir ces opportunités économiques. On va rester avec vous, Sarah, pour partager votre premier constat. Lors de la préparation, je trouve intéressant que vous partagiez le fait que finalement aujourd'hui, en réponse aux exigences réglementaires, les plans de transition que les entreprises préparent, finalement, ne suffisent pas pour enclencher une transformation. Donc, on passe des heures à collecter de la donnée, à pondre un rapport, à faire l'exercice validé de reporting réglementaire. Mais alors, que faut-il pour enclencher cette transformation? Pourquoi on en a à ce point dans cette situation? Et j'ai envie de formuler la question de la manière suivante. Finalement, qu'est-ce qui manque pour aller parler à un directeur financier et puis engager cette transformation de manière très concrète dans des plans d'investissement au sein des entreprises? Alors c'est vrai, pareil, 2 éléments de contexte. On parlait du coup de trajectoire. Aujourd'hui, il y a deux types d'entreprises. Donc celles qui avancent pas à pas, qui sont au début du coup d'une démarche, donc voilà, avec notamment une trajectoire validée par SBTI ou par, voilà, en cohérence avec les accords de Paris. Et puis celles qui s'engagent vraiment de manière structurelle. Je pense aux méthodologies ACT, dont on a parlé du coup avec l'ADEME, voilà, ou plus internationalement du coup CDP. Moi, je trouve que c'est vraiment du coup les groupes qui s'engagent du coup dans ces démarches-là. On sent qu'il y a vraiment une vraie structure, une vraie démarche. Parce que moi, c'est simple, hein, quand je lis du coup des plans de transition dans les reportings, je me pose toujours 2 questions. Donc, je pose toujours 2 questions du coup à l'entreprise. Je dis 1, est-ce que votre directeur financier l'a lu? Bon, parfois j'ai des blancs. Ça commence bien. 2, est-ce que vous avez embarqué vos fournisseurs stratégiques? Parce qu'on sait que c'est le scope 3, hein, du coup, dans le carbone qui est beaucoup engagé. Là, pareil, parfois, j'ai des blancs. Bon. Alors, quand ça commence comme ça, je dis, bon, bah, c'est du pas à pas, axe de progrès, du coup, il faut avancer. Et j'ai en tête, notamment, j'ai un groupe agro voilà, qui va aller, du coup, sur des trajectoires validées par SBTI, et puis ils me disent, bon, bah, Sarah, voilà, on a travaillé sur nos engagements, notre plan de transition, on a interrogé nos fournisseurs, quand même, pour savoir s'ils peuvent venir avec nous ou pas dans cette aventure. Mais on est très étonnés que nos clients nous auraient demandé de notre côté, quoi. Donc, et c'est là où c'est vrai que la question du coup elle est difficile. Hein. Moi, tous les services RSE, hein, c'est la question clé. Hein. C'est comment on embarque le directeur financier et le service achat. Voilà, c'est les 2 points clés. Alors moi, je suis pas le messie, hein, je n'ai pas la bonne réponse, mais c'est là où je sors une autre casquette, qui est une casquette du coup donc voilà, je suis expert comptable, auditeur, mais une casquette de traductrice. Parce qu'en fait, finalement, ce que je vois, on me demande du coup de la pédagogie, de pouvoir faire le lien entre les attentes du coup du service RSE et du coup les directions financières et les directions achats. Et en fait, le fait d'avoir un interlocuteur qui permet de comprendre en fait les 3 aspects du coup de l'entreprise, c'est beaucoup de pédagogie, voilà, beaucoup d'explications du coup pour avancer et pour que ce soit vraiment une vraie réalité du coup de transformation de son entreprise au niveau de ses plans de transition. Moi, je dirais il y a 2 bonnes pratiques, hein, ce que je vois aujourd'hui les entreprises les plus avancées. Je trouve qu'il faut relier du coup l'action à un budget, à une démarche du coup de transition. Le fait d'intégrer du coup dans les capex, dans les investissements, du coup un coût carbone. On parle parfois du prix interne du carbone. Alors c'est pas facile en termes de méthodologie, il y a plein de choses et tout. Hein. Mais voilà, c'est là où en fait on va faire le lien entre le financier et le non financier pour pouvoir avancer. Et puis piloter dans des budgets. Voilà, on s'engage du coup dans une transition. Il ne faut pas dépasser certains quotas. Donc c'est là où on va faire comme le plan de trésorerie. Hein, du coup, on va piloter de manière structurelle du coup les sujets importants.
Merci Sarah. Alors on va prolonger l'échange en parlant d'investissement dans l'industrie avec vous, Laurent. Alors parmi les leviers de décarbonation, vous avez évoqué l'électrification, l'hydrogène bas carbone, la transformation des procédés. Concernant votre industrie, lesquels vous paraissent aujourd'hui les plus structurants pour transformer durablement le secteur dans lequel Air Liquide œuvre? Notre industrie, en fait, c'est l'industrie de nos clients. Et je voulais juste revenir quelques secondes sur ce qu'a dit Philippe Gémen dans la conclusion. Il a dit, en fait, c'est très important de montrer preuve à l'appui ce qui se passe. Et il se passe beaucoup de choses. En fait, les entreprises font énormément de choses. On le voit dans le ciment, dans le verre, dans le raffinage, dans la chimie, dans la métallurgie. Et la demande de solutions bas carbone, en fait, elle est énorme. Donc ça, on voit en fait un appétit, un besoin de se transformer parce que les entreprises, nous-mêmes et nos clients également, en fait, ont pris des engagements vis-à-vis de leurs propres clients, vis-à-vis de leurs actionnaires, et on peut y revenir, vis-à-vis de leurs salariés. Et donc ces engagements, en fait, quand une entreprise, un conseil d'administration, un COMEX s'engage, c'est pas un engagement sur le papier, c'est un engagement très profond. Et parfois, on sous-estime peut-être la force des engagements que prennent les entreprises. Ça, c'est la première chose. Après, on a besoin de temps long. Et ça, je crois qu'évidemment, tout le monde le dit, l'industrie, on ne se transforme pas en 1 an, 2 ans, 5 ans. Donc, entre le développement d'un projet d'électrolyse pour faire de l'hydrogène ou de captage de carbone, en fait, entre le développement de projet, les décisions, la construction, le démarrage, il peut se passer 5 ans. Et c'est des temps normaux de l'industrie. Et sur d'autres projets, c'est peut-être même plus long. Donc, on viendra tout à l'heure sur la question des politiques publiques, mais ce temps long est très important. Chez Air Liquide, on a une particularité quand on parle d'actionnariat, c'est que plus d'un tiers de notre actionnariat, c'est 900 000 actionnaires, sont des actionnaires individuels. C'est-à-dire, c'est vous, c'est peut-être les gens dans cette salle, c'est nos parents, nos frères, nos grands-parents. Et on est très frappé chez Air Liquide de voir à quel point ces actionnaires, et peut-être d'autres aussi, mais en tout cas ceux-là, ont vraiment chevillé au corps cette notion de temps long et nous demandent en fait de préparer les 100 prochaines années d'Air Liquide. Donc, et on n'est pas les seuls, mais je tiens à le souligner parce que quand on parle de l'actionnaire, on a peut-être une vision un peu abstraite, mais l'actionnaire en fait c'est plein de cas très différents et il y a beaucoup d'actionnaires qui ont ce sens du temps long. Ensuite, évidemment, quand on regarde les solutions de décarbonation, que ce soit les industriels, nous, nos clients ou les pouvoirs publics qui financent, il y a une rationalité. C'est quel est l'euro par tonne de CO2 évité. Il y a des sujets de résilience, de maintien des bassins industriels, mais cette question-là est importante. Et je crois que quand on fait abstraction d'un tas de choses qui peut-être concernent telle ou telle entreprise, on se rend compte, et je rejoins mon voisin sur le fait que l'électrification directe, c'est la solution, quand on peut la mettre en œuvre, locale et directe, la meilleure solution pour décarboner. Ce n'est pas toujours possible d'électrifier, et là on regarde, qu'est-ce qui vient après? Le carbone qu'on émet, parce qu'on l'émet, il faut le capter. Est-ce qu'on est mûr pour le faire? Les technologies existent. Ce qui est plus compliqué, c'est à mettre en place des écosystèmes. Quand vous avez un émetteur de CO2, il faut que cet émetteur puisse se décarboner, qu'il ait l'incitation financière à le faire. Il faut la technologie pour le capter, il faut le liquéfier, le CO2, il faut le transporter, il faut le mettre dans un terminal sur un port, il faut le transporter en mer, du nord ou ailleurs, l'injecter dans un puits de pétrole vide ou un puits de gaz. C'est possible. On maîtrise ces technologies, différents acteurs les connaissent, simplement il faut mettre tout le monde d'accord et c'est long. Là aussi c'est long. Enfin, quand on peut mettre en œuvre des solutions renouvelables avec de l'hydrogène renouvelable, on le fait. Ce n'est pas pour tout l'hydrogène, il y a eu une forme d'enthousiasme parfois un peu excessif ces dernières années. Les entreprises, parfois les pouvoirs publics se sont dit on va utiliser de l'hydrogène partout. Évidemment, l'hydrogène aura un rôle dans l'industrie, peut-être dans la mobilité lourde. Simplement, ce sera un rôle qui sera défini, prescrit, qui correspondra à certains usages. Donc en fait, on voit que ce merit order des solutions, il est très important de l'avoir de façon la plus rationnelle possible. Et puis à la fin, de se dire que, on viendra peut-être tout à l'heure sur cette question des mandats, mais les politiques publiques ont un rôle essentiel. Sans mandat bas carbone, on peut faire référence à Industrial Accelerator Act qui est la prémisse de ces mandats bas carbone et européens. C'est un bon début, ça ne va pas assez loin. Sans mandat bas carbone, probablement l'incitation à développer les usages ne se fera pas. Donc c'est les technologies, les partenariats technologiques entre les acteurs, les politiques publiques qui vont inciter. Et avec ça, on aura un certain nombre de solutions différentes selon les cas d'usage qui vont se développer. Pas une, comme à un moment donné, peut-être certains à Bruxelles ou à la Commission européenne ou dans le Green Deal voulaient le croire. On va faire du renouvelable pour tout. En fait, ça sera plutôt une collection de technologies complémentaires qui seront financées en fonction des usages.
Très bien, on reviendra effectivement sur le sujet des conditions de massification. Alors, on parle de transformation technologique, technique, concernant la mobilité durable. On parle évidemment d'électrification. Mais finalement, la transformation, elle se fait aussi au niveau des usages. Donc, comment vous appréhendez cette question, Stéphane, de la transformation du change concernant la mobilité durable? En fait, depuis que ce parcours d'électrification a commencé de manière significative à la fin des années 2010, le débat s'est concentré sur essentiellement la partie technologique et économique. Sur la partie technologique, c'était les technos de batterie. Je vous fais grâce des différentes chimies possibles, mais qui se traduisent en poids, en autonomie du véhicule. Donc 200 km, 250, 300, 350, 400, etc. etc. Et sur la partie on va dire plus économique, c'était voilà, quand est-ce qu'on va atteindre les $100 au kilowatt de batterie produite et quand est-ce qu'on va atteindre le fameux tipping point où le prix d'un véhicule électrique va arriver à parité avec un véhicule thermique. Et donc tout le débat, le buzz était autour de ces deux dimensions-là, à la fois dans les médias, chez nos clients, chez nous aussi partiellement. Et en fait, on s'aperçoit qu'évidemment, c'est des gros sujets, mais qu'on est quand même un peu collectivement passé à côté du sujet qui est probablement le sujet principal, qui est celui de la conduite du changement et des usages qui vont avec. Parce que si on prend l'utilisateur final du véhicule, c'est bien de lui dire ton autonomie de 400 km, de toute façon, elle va répondre à 95% de tes cas d'usage, donc c'est bon, quoi. Hein. Mais si sur ce 5% restant, c'est le trajet ou les 2 trajets annuels avec un Paris-Malaga, avec une infrastructure de recharge incertaine et 3 enfants à l'arrière, là, il va y avoir une espèce de crispation psychologique très compréhensible sur la non-adaptation. Il faut rajouter de la canicule aussi pendant le trajet. Exactement. Et en fait, et c'est là où le débat devient vraiment intéressant sur l'accompagnement des clients dans cette transition. C'est-à-dire pas imaginer qu'on va faire du carpet bombing avec la même solution pour tout le monde en même temps, mais sur véritablement l'identification des use cases qui sont les plus faciles à convertir 5%, puis 10%, puis 15% de la population, prendre les enseignements, essaimer, faire en sorte que, en général, le bouche à oreille est positif, donc ça essaime positivement, et en fait, c'est ça le sujet. Et en fait, tout ça revient à des logiques organisationnelles où on a à l'intérieur des organisations, que ce soit chez nos clients ou chez nous, aussi des changements complets de paradigme, c'est-à-dire que chez nos clients, pour aller très vite, les directions financières doivent apprendre à compter autrement. On compte plus en prix de véhicule, on compte en coût global d'utilisation sur des temps longs, en essayant de factorer des choses très complexes comme le prix de l'énergie, de la recharge ou de la fiscalité. On a des nouveaux entrants également du côté des directions de l'immobilier, parce que quand il va falloir investir dans des infrastructures de recharge, sur les dépôts ou dans les parkings, évidemment qu'il va falloir embarquer ces gens-là et ça va poser des questions techniques d'investissement lourd qui n'étaient pas forcément prise en compte. Et puis une direction des ressources humaines, chez un client, elle a l'habitude de faire une car policy applicable à tous, homogène. Là, si on parle de basculement progressif, ça va changer complètement les cartes et du coup, ce qui est moins simple fait peur. Donc, il y a un écosystème qui est avec des logiques de conduite du changement qui sont très prégnants chez nos clients, mais chez nous, c'est pareil. C'est-à-dire que le commercial d'avant, qui avait l'habitude de conseiller le client sur le meilleur diesel, en fait, pour aller d'un point A à un point B et faire le job, et bien aujourd'hui, on se trouve face à une palette de solutions technologiques face à un environnement économico-réglementaire et fiscal extrêmement complexe. Et donc, le job devient un job de consultant. Et ça veut dire plein de choses en termes d'acquisition de nouvelles compétences. Et je vous passe également la transition, sans mauvais jeu de mots, que ce nouveau business model représente pour des fonctions financières, avec le fait de voir potentiellement passer des provisions et essayer de prévoir un avenir qui est par définition extrêmement imprévisible. Donc cette notion de transformation des usages et de conduite du changement pour un métier comme le nôtre, elle est absolument centrale, effectivement.
Donc la conduite du changement est grande. On va aborder le sujet aussi au niveau des produits avec vous, Pierre-Emmanuel, après avoir évoqué les solutions technologiques et puis la transformation des usages. Chez Manutan, évidemment, vous l'avez signalé, vous intégrez la circularité, le réemploi, la réparabilité, l'allongement de la durée de vie de vos produits. De manière très concrète, quelles sont les transformations que ça implique au niveau de vos offres, au niveau de vos opérations logistiques, du marketing, de la communication, relations clients et évidemment les fournisseurs aussi? Avant de parler de la transformation, concrètement comment elle se passe, c'est intéressant de revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure François Gémen sur Kodak, avec le fait que c'était possible d'avoir le plan, mais qu'il y avait un côté potentiellement confiance, prise de risque pour pouvoir voter ce plan. Vous évoquez l'actionnariat d'Air Liquide. Nous, et c'est évidemment très, très positif, nous c'est encore plus pratique, et c'est pour ça que j'adore ma boîte, c'est que c'est une ETI familiale où concrètement la famille veut que la boîte soit toujours là dans 150 ans, 200 ans, et à partir du moment où effectivement il y a une volonté de ce temps long, quelque part, on ne revient pas en arrière parce qu'il y a vraiment cette transmission nécessaire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut agir que dans les ETI, pas du tout, mais effectivement, c'est pratique et c'est en miroir de ce que vous disiez sur ces actionnaires qui font l'actionnariat d'Air Liquide et qui veulent ce temps long. Encore plus pratique quand il y a un président qui veut transmettre la boîte à sa fille et on vient de fêter nos 60 ans. Donc, du coup, cette transformation chez nous, elle est compliquée, elle est galère, elle n'est pas du tout logique, c'est une grosse prise de risque, mais il y a ce côté de c'est le bon chemin, faut continuer. Je parlais très concrètement opérationnellement. On est une boîte qui distribue des produits, donc on les achète, on les stocke dans l'entrepôt, on les revend. On n'a jamais manufacturé le moindre produit. La circularité, c'est la première fois, on lance un entrepôt, une usine en fait de rémanufacture, on peut l'appeler comme on veut, mais on va prendre des produits, on va faire des opérations dessus pour pouvoir les revendre derrière. Et on n'y connaît que dalle là-dessus. Historiquement. Il n'y a rien, ok, on bosse avec nos fournisseurs, mais ce n'est pas du tout le métier historique. À propos de la photo argentique, j'imagine, c'est beaucoup plus compliqué, je dis souvent, on ne vend pas des réacteurs nucléaires. L'automatisation logistique, Schneider s'y connaît bien. Oui, alors l'automatisation logistique, c'est encore comme un distributeur, on n'est pas trop mauvais. En tout cas, faire les produits, on ne sait pas faire. À propos du passage de l'argentique et la photo numérique, on ne sait pas faire. Donc déjà, il y a récupérer les produits. Donc on passe du côté, on achète des produits à des fournisseurs en achetant très très bien, à faire du déménagement. Voilà, on est l'acteur du déménagement maintenant pour aller déménager des sièges sociaux, aller déménager des écoles, aller vider des entrepôts lorsqu'ils ferment ou lorsqu'ils vont se relocaliser ailleurs. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on fait. Voilà. Et évidemment, la notion d'inventaire, la notion d'évaluer la valeur d'un produit, être capable aussi d'avoir les bonnes données pour voir s'il y a un modèle économique dessus. Je l'ai dit, on vend 1 million de références. Donc en fait, avoir cette équation économique, je passe sur la question bien évidemment des ERP, des WMS, des OMS qui n'intègrent pas du tout ces sujets-là aujourd'hui. C'est un nouveau métier. Le métier lui-même ensuite du reconditionnement. Donc on simplement d'avoir des lignes de production, on prend le produit, on va le nettoyer, on va changer des pièces détachées, on va le repeindre, toutes les notions de sécurité derrière, et on arrive au passage dans une industrie où il n'y a aucune règle. C'est-à-dire qu'il n'existe pas aujourd'hui une certification d'un processus de reconditionnement pour une chaise, une table, un rack, tout ce que vous voulez. Donc, on fait partie de la création de valeur. On l'a créé avec le FCBA notamment, qui est l'organisme qui certifie les produits neufs. Je reviendrai sur la question de la confiance derrière, qui est extrêmement importante, en lien avec l'éco-organisme. À chaque fois qu'on ouvre une porte, en gros, la plupart du temps, et c'est passionnant, évidemment passionnant pour le côté entrepreneurial, il n'y a pas un truc à aller choper sur l'étagère. Mais comme tous les sujets que vous avez évoqués avant, il y a toujours évidemment quelque chose à créer. La question des compétences, vous l'avez évoqué, c'est la même pour nous. Alors, c'est aussi lié à une forte désindustrialisation de notre pays. On sait qu'on est passé en tout de 10%. On n'a pas forcément fait ce pari il y a quelques années de la multiplication des usines. Et donc, très concrètement, des réparateurs, des techniciens. Je prends l'exemple d'une très belle boîte Murphy dans l'électroménager. Ils ont créé leur propre académie de réparation, puisqu'effectivement, c'est des métiers qui sont extraordinairement, incroyablement intéressants, mais qui ont été tellement sous-cotés que, malheureusement, il n'y a pas forcément beaucoup de main-d'œuvre disponible, même s'il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui travaillent à quelque part changer ce postulat. Et puis au passage, on le fait avec l'insertion professionnelle, puisque l'économie sociale et solidaire a inventé l'économie circulaire industrielle, notamment avec le mouvement Emmaüs il y a longtemps. Et on le fait avec le groupe ARES, avec des personnes qui vont, par ces activités de reconditionnement, être réinsérées vers l'activité économique. Je termine de la manière très intéressante, vous évoquiez la partie consultant. On demande à nos commerciaux, aux personnes qui sont en contact avec les clients, d'intégrer beaucoup plus de connaissances. Là, c'est pareil, expliquer pourquoi un produit reconditionné est pertinent, quelle est la donnée carbone sur ce produit neuf, est-ce qu'il va être au passage bien correspondre à des enjeux de sécurité
sécurité parce qu'on va vendre ce produit dans potentiellement dans une centrale d'EDF ou dans une gare ou je ne sais pas quoi. On leur demande en fait à nos commerciaux de devenir des commerciaux incroyablement experts en absorbant extrêmement rapidement, encore une fois sur beaucoup de produits différents, des nouvelles compétences. La donnée sur le produit en elle-même doit évoluer. Aujourd'hui, dans tous les Product Information Management Systems sur les produits, j'imagine que c'est parfois pareil sur la ressource, la donnée carbone, la donnée de provenance, c'est des trucs qu'on s'en foutait, enfin, c'est pas quelque part. Donc il faut la réinjecter dans ces systèmes d'information pour qu'elle soit ensuite utilisable par des rapports, par des extractions envoyables aux clients et qu'elle soit évidemment utilisable. Donc en fait, on fait un petit peu un miroir, un Manutan miroir, avec l'idée qu'on le fait à côté tout en vendant via les filiales et les commerciaux. On n'a pas recréé des forces commerciales, forces marketing, c'est des filiales qui vendent dans leur marché. Hyper important pour la transfo, sinon on crée, c'est ma conviction, on crée une petite entité à côté sympathique qui fait la circularité, le reste ne change pas. En revanche, tout ce qu'on ne maîtrise pas, tout ce qui n'existait pas, il faut le créer et ça nécessite beaucoup plus d'argent, d'investissement et beaucoup plus aussi peut-être d'énergie et évidemment, je suis persuadé que sur le long terme ça va payer, mais c'est un chemin qui est évidemment extrêmement long et sans la confiance de la direction générale, ça fait très très longtemps que le projet se serait arrêté. Merci pour ce témoignage très intéressant. Valentina, on va revenir avec vous sur ce que la recherche peut alimenter dans le débat. Donc, moins et mieux consommer pour créer de la valeur. Comment, dans la recherche académique, vous pouvez identifier que la raréfaction des ressources peut être un levier de transformation des entreprises et quelles sont les transformations les plus structurantes que vous identifiez aussi ? Merci beaucoup parce qu'effectivement, moi je souhaitais apporter à cette table effectivement cette notion forte, structurante, mais souvent sous-estimée de la raréfaction de ressources. Au niveau global, on est face à une pénurie, à un processus de raréfaction de ressources. Du coup, ça fait un moment que cette notion même m'interpelle. Je ne suis pas la seule, il y a des histoires du capitalisme qui ont été écrites autour de cette notion. Et sans vouloir tracer l'histoire de la notion de rareté, disons qu'on est tous un peu l'héritage d'une économie néoclassique dans laquelle les ressources n'étaient pas pensées. Et donc, on avait un peu cette idée que le marché, la main invisible du marché, pouvait arbitrer entre l'allocation optimale de ressources, entre des usages alternatifs. C'est très abstrait, comme vous voyez. Quand on parle de rareté dans ce sens-là, on a tendance à réifier le marché qui peut tout résoudre. Après, on a eu la révolution industrielle, et la révolution industrielle, c'était le happy period, parce qu'on produit plus, on est plus efficient, on va plus vite. Et donc, disons que la rareté n'était pas une donnée. Mais aujourd'hui, on est rattrapé. Aujourd'hui, on est face à une rareté qui est multifactorielle. Il y a la rareté liée à la crise climatique, je tiens à la mettre premier abord. On a la rareté liée à la crise géopolitique. Donc aujourd'hui, on ne peut plus parler d'économie, on doit parler absolument que de géoéconomie, on le sait. Mais donc, tous ces facteurs de crise qui ont un impact sur la disponibilité des ressources, ne c'est pas où. C'est et. C'est une interdépendance systémique, structurelle et structurante. Et du coup, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça fait peur. Parce que peut-être on sait gérer les enjeux plus environnementaux, ou on s'intéresse que... Et aujourd'hui, il faut développer cette capacité d'appréhension systémique de ces enjeux-là. Et j'ai lu un livre récemment qui m'a vraiment passionnée parce que c'est deux historiens de l'économie américaine. Le livre s'appelle Scarcity et c'est une histoire du capitalisme au travers de la notion de scarcity. Désolée, j'ai oublié les noms des auteurs. Et en fait, c'est super intéressant parce qu'ils disent aujourd'hui, on en arrive à un impact de la rareté qui n'est pas seulement un impact matériel de disponibilité de ressources, on a un impact cognitif de cette rareté. Et ça rejoint ce qui a été dit ce matin et même tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, face à cette complexité de la rareté, quand le détroit d'Ormuz est fermé, quand il y a une pénurie, des inondations partout, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait peur. On privilégie le court terme. Et donc, paradoxalement, la raréfaction, la rareté de ressources aujourd'hui soulève le risque de se renfermer dans des boucles de cercles vicieux qui ne nous permettront pas, désolé, j'ai pris un ton négatif, mais je vais ouvrir sur un ton positif, mais on risque de se renfermer dans les boucles de prédation, de lutte pour l'accaparement des ressources, et c'est sûrement pas ça qui va nous permettre de nous projeter dans le long terme avec la décarbonation.
comment l'aborder alors d'une façon plus positive? En fait, on ne peut pas faire l'économie d'élargir nos horizons. La notion même de chaîne de valeur, la notion de global supply chain, qui est un peu à l'origine mon domaine d'intérêt, ne sont plus suffisants. Il faut s'intéresser à des réseaux d'interdépendance. La compétition pour les usages n'est pas seulement entre les acteurs de la production d'énergie solaire, mais c'est entre les producteurs d'énergie solaire, éolienne, entre l'IA. Ces solutions-là mangent toutes les mêmes ressources. Et donc, cette compétition élargie appelle à un effort de veille, de vision systémique, d'anticipation. On l'a mentionné aujourd'hui, pas beaucoup, mais cette capacité à se projeter dans le futur. Et pour revenir, en fait, de la valeur des engagements des entreprises, il y en a beaucoup d'engagements, mais à mon avis, la raréfaction de ressources appelle à renouveler les formes d'engagement. Les engagements sur un découplage relatif ne suffisent plus. Décarboner l'unité produite ne suffit plus si on multiplie par un effet de volume les unités qu'on va produire. Je n'ai pas parlé de décroissance, mais je veux quand même mettre sur la table le fait que la matérialité et la raréfaction des ressources appellent à des engagements en volume, à des engagements vraiment sur l'impact qu'on va escompter du fait de l'activité globale des entreprises. Sinon, désolé, ces améliorations marginales resteront marginales. Très, très, très clair. Merci Valentina. On va poursuivre l'échange François-Clément Grandcourt justement sur ce sujet du volume en parlant de transformation, d'intégration de la circularité dans votre stratégie de développement. Quelles sont les conditions à réunir pour réussir cette nécessaire transformation? Lors de la préparation, vous évoquiez des forces internes et externes. Qu'est-ce qu'il faut privilégier pour vraiment réussir à mettre à l'échelle cette transformation attendue? Alors déjà, pour commencer, le présupposé de départ était qu'il fallait choisir entre la durabilité, le prix, la qualité, etc. etc. Ce que j'ai découvert avec les équipes en avançant, c'est qu'en fait, on ne pose pas la question de la bonne façon. Parce qu'en fait, on gagne sur l'intégralité. Et notamment parce que quand on fait de la circularité, en fait, on a une autre approche sur la chaîne de valeur. On monte plus haut dans la chaîne de valeur et on va plus bas dans la chaîne de valeur. Pour ne rien vous cacher, nos fournisseurs, il y en a certains qui étaient à bord pour venir avec nous. Il y en a d'autres qui étaient stratégiques, qui n'étaient pas du tout d'accord pour être avec nous. Et la circularité est extraordinaire parce que le message qu'on leur a passé, c'est de dire, entre guillemets, fin du monopole, on devient nos propres fournisseurs. Donc en fait, si vous n'êtes pas à bord, vous allez perdre une part significative de ce que nous, on va pouvoir vous acheter parce qu'en fait, on va se sourcer sur nos propres produits. Donc en fait, la discussion également là a complètement changé. On parlait également de l'autre dimension sur la partie financière. Pendant très longtemps, on s'est trompé. Je regardais le compte de résultats, ligne à ligne, comme on m'a appris, puis par groupe de lignes, comme on m'a appris, etc. Et en fait, énorme erreur. Parce qu'en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et il faut repartir de zéro. De la même façon qu'on a découvert ça sur le compte de résultats, mais on a découvert ça également sur le bilan. Et quand en fait on ne modifie pas sa façon de prendre le bilan, et donc ça c'est pour faire monter à bord les équipes financières, et bien en fait on s'empêche de pouvoir penser des cost of goods, donc des coûts de production, qui sont calculés totalement différemment. Donc en fait, il y a un effet en chaîne qui est extrêmement intéressant. Et comment est-ce qu'on est parti et on a commencé à travailler, trouver ces points-là, simplement en créant une espèce de start-up interne avec 7 personnes. On a commencé à 7. Et on a commencé à positionner les choses. Et puis après, on est passé de 7 à 15. Donc c'est pas non plus énorme. Et ça nous a permis de mettre en place ces différentes choses dont je parlais juste avant et de remettre en cause les modes de fonctionnement. Et une fois qu'on a ça, en fait, et qu'on montre que le modèle économique fonctionne, en fait, on peut réutiliser l'ensemble des capacités classiques de l'entreprise. Il s'agit juste d'un projet qui rapporte de l'argent, plus, moins, très bien, et sur lequel, plus on va investir, plus on va avoir de retours, ou plus rapides ils seront.
Donc en fait, au final, quand on regarde cette transformation-là, c'est une transformation très différente des transformations habituelles. Parce qu'en fait, on parle de la fédération, enfin le fait de fédérer les équipes et sans commune mesure plus élevée dans une transformation durable comparée à une transformation classique de l'organisation. Et ça, en fait, au final, c'est assez facile de faire tomber le château de cartes et d'emmener l'ensemble de l'organisation, en l'occurrence l'ensemble de la division, demain l'ensemble du groupe, dans cette direction-là. Très bien, donc on parle de transformation par l'expérimentation. Et justement, le dernier sujet que je souhaiterais qu'on aborde dans cette table ronde, alors indiquant quand même que la ressource qui se fait rare, c'est évidemment le temps. Donc je vais vous inviter à être concis dans vos réponses. On va aborder le sujet du passage à l'échelle, des conditions de massification. Comment on sort de la simple expérimentation pour massifier. Alors avec vous, Laurent, quelles sont les conditions indispensables de votre côté dans les solutions technologiques que vous avez évoquées ? Bien sûr, donc le passage à l'échelle, c'est les conditions pour avoir de l'impact, avoir un réel impact et de baisser les coûts pour arriver à rendre ça plus. Donc en fait, c'est la synthèse des deux choses. Les partenariats technologiques et les partenariats territoriaux, je crois que c'est fondamental. C'est trop compliqué pour arriver à le faire tout seul. Un exemple, on a un beau partenariat avec Siemens Energy en Allemagne pour faire de l'électrolyse. On travaille avec les cimentiers, avec Vicat présent dans la salle, avec d'autres, avec les raffineurs. Donc en fait, comment on bâtit les solutions, comment on bâtit avec les territoires. Donc ça, c'est absolument essentiel. La deuxième chose, c'est effectivement les politiques publiques. Et il y a des exemples où ça marche. Je reprends RED 3. Je disais tout à l'heure, j'étais un peu critique avec c'est compliqué, c'est défini de façon tellement précise que c'est un chat d'aiguille. Ça peut marcher. En France, on transpose RED 2, RED 3. Ça crée un marché pour le raffinage, pour de l'hydrogène renouvelable et bas carbone. On commence à avoir des projets qui se développent à une échelle importante. 200 mégawatts, c'est important. La troisième chose, c'est les financements. Évidemment, il y a besoin d'amorcer la pompe. Évidemment, ces solutions qui ne sont pas à l'échelle sont coûteuses et il faut des financements publics. Alors, soyons bien clairs, aucune solution avec des financements publics ad vitam n'est une bonne solution. Les financements publics doivent être limités dans le temps et précis. Ça va aussi avec le prix du carbone. Typiquement, quand on veut faire du captage du CCS, Carbon Capture and Storage, il faut un prix du carbone qui soit suffisamment incitatif et il faut un mécanisme de contract for difference qui va rendre la solution gérable et compétitive pour l'émetteur. Donc en fait, c'est un mélange de partenariats technologiques, c'est un mélange de politiques publiques bien transposées en Europe et de façon synchrone, parce qu'en fait, un des problèmes qu'on a, c'est que on le fait comme ça en France, on le fait ou on ne le fait pas en Belgique, aux Pays-Bas, etc. Et donc il y a un patchwork qui est terrible et ça ralentit le passage à l'échelle. Et enfin, des financements ciblés qui permettent justement aux émetteurs d'aller vers ces solutions bas carbone le temps qu'elles deviennent à l'échelle. C'est très clair, merci. Laurent, Stéphane, sur la mobilité bas carbone, vous avez effleuré tout à l'heure le besoin de mobiliser un écosystème large. Alors comment on réussit cette fédération et finalement aujourd'hui, peut-être quel est le maillon le plus fragile aujourd'hui de cet écosystème ? Alors déjà, nous, en tant qu'entreprise de leasing, on est, je dirais, nativement dans un écosystème. C'est-à-dire qu'on achète des voitures auprès des constructeurs, on achète des prestations d'entretien, de maintenance auprès d'un réseau extraordinairement large de garagistes. On opère avec des clients de toute taille et il y a de nouveaux acteurs qui se pluguent là-dessus. Donc c'est un peu dans notre ADN finalement que de travailler comme ça. Alors sur l'électrification, je dirais que le passage à l'échelle, heureusement pour certains, malheureusement pour d'autres, il est déjà là en fait. On en est à largement plus de 40% de nos commandes qui sont du pur électrique aujourd'hui. Je dirais qu'il y a un élément dans ce processus d'électrification qui a besoin de gagner en échelle et en maturité, c'est l'univers de la recharge et la possibilité d'avoir des solutions de recharge fiables disponibles, que ce soit à domicile, sur le lieu de travail ou dans la recharge publique. C'est un domaine qui est extraordinairement fragmenté avec plein de petits acteurs dont on sait qu'ils ne vont pas forcément tous survivre. Et donc là, nous, on est là pour fédérer l'ensemble de ces acteurs et proposer aux clients, par exemple, tout bêtement, des cartes de recharge universelles et des solutions de reporting qui vont leur permettre de monitorer à la fois leur consommation et leurs coûts, quel que soit l'endroit où le collaborateur se recharge. Parce qu'à la fin, il n'y a que comme ça, en maîtrisant les pratiques et les coûts, qui vont vraiment pouvoir gérer stratégiquement leur flotte de véhicules.
Il y a un autre domaine dont je n'ai pas encore parlé jusqu'à maintenant, où là, vraiment, le passage à l'échelle, c'est le sujet, c'est l'économie circulaire. On a dans notre business model toute une partie, il y a en fait 4, 5, 6 ans de vie du véhicule où il peut se passer des choses, prévues ou non prévues sur le véhicule. Je vais citer 2 exemples très concrets, un pare-brise fêlé et une collision qui amène le véhicule dans un garage. Un pare-brise fêlé, il y a deux solutions en fait, soit on le répare, soit on le remplace. En termes carbone, il n'y a pas photo entre les deux, ni en termes économiques. Pourtant, on n'en est qu'environ à 30% des pare-brises qui sont réparés. Pourquoi ? Déjà, pour qu'un pare-brise puisse être réparé, il faut que le client, l'utilisateur, tarde pas trop avant d'amener sa voiture. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Ensuite, il faut que localement, quand il va chez un prestataire X, le technicien sur place lui explique que c'est pas parce qu'il va réparer que ce soit forcément mal fait ou que ça va durer moins longtemps. Et il faut qu'on ait un environnement en termes d'incentives financiers où personne dans l'écosystème, ni nous ni notre prestataire, ait beaucoup plus à gagner en remplacer le pare-brise qu'elle réparer. Et ça, c'est pas gagné d'avance compte tenu de la manière dont les systèmes de procurement fonctionnaient jusqu'ici. En cas de panne ou de collision, ça va être un peu le même sujet, mais en encore plus compliqué, parce que là, l'idée, effectivement, c'est de maximiser l'utilisation du recours aux pièces issues de l'économie circulaire, donc remanufacturées en particulier. Et là, on va avoir un sujet qui est que non seulement il faut que l'achat d'une telle pièce soit proposé par le garagiste, mais qu'elle soit disponible dans un délai qui soit suffisamment court pour ne pas immobiliser le véhicule d'une société qui a des objectifs de productivité importants à tenir. Et là encore, il faut qu'on ait un écosystème en termes d'incentives financiers où chacun s'y retrouve. Parce que si le garagiste, au final, fait 2 fois plus de marge en achetant une pièce neuve, ça va de toute façon jamais fonctionner parce qu'il va y avoir de l'inertie. Donc je dirais qu'en termes de maillon faible, c'est la possibilité d'aligner tous ces éléments du modèle économique, en fait, qui va nous permettre de vraiment passer à l'échelle et d'arriver à faire en sorte que ce qui est aujourd'hui le cas sur des pièces issues de l'économie circulaire avec 1, 2, 3, 4, 5%, bascule sur des 20 ou 30 dans un horizon relativement court et là on aura effectivement gagné. Très clair. Chez vous, chez Manutan, quels sont les principaux freins à cette industrialisation dans le modèle d'affaires? Sur la partie produit, mais là je vais parler pour aussi pas mal d'industries différentes, effectivement ça a été évoqué d'ailleurs aussi, le coût de la logistique inverse. Aujourd'hui, on sait parfaitement livrer en B2C comme en B2B en une matinée, on va dire, n'importe quelle typologie de produits un peu partout, y compris dans des coins reculés de France ou d'Europe. En revanche, dès qu'il faut aller collecter 3 tables, 2 machines à café, des voitures ou autres, ça coûte extrêmement cher, puisque les logisticiens, même s'il y a des expérimentations, il y a une super expérimentation sur l'industrie du smartphone qui est évidemment passée à l'échelle aux États-Unis, qui arrive en France là. En tout cas, le coût de la logistique inverse est stratosphérique. Sur les fameux cost of goods sold qui étaient évoqués avant, nous, ça va être 80% sur la logistique et 20% sur le produit lui-même usagé. Donc, on a évidemment une inversion du rapport qui est important. La deuxième chose, c'est je suis un fervent partisan de la mutualisation de l'étape du tri. Aujourd'hui, tout part au recyclage ou à l'incinération, c'est avec des situations extrêmement variables, bien évidemment, d'une filière à l'autre, parce qu'aucune filière n'est comparable. En revanche, il y a des industries qui peuvent se mettre ensemble pour potentiellement mutualiser la phase de tri dans des hubs circulaires nationaux, par exemple. Peut-être la puissance publique pourrait aider au démarrage dans forme des investissements massifs dans un plan de l'emploi national. Puisque effectivement, lorsque vous déménagez à un siège social, vous avez aussi bien du mobilier que des climatiseurs, en ce moment c'est important, que des machines à café, choses comme ça, et c'est potentiellement des produits qui vont finir à la fin dans différentes usines de réemploi qui n'appartiennent pas au même groupe. Si jamais chacune et chacun de ces acteurs va collecter tout seul, tri tout seul, c'est des modèles économiques qui sont horribles et évidemment pas du tout scalables. Le tout dernier point a été évoqué plusieurs fois, c'est évidemment la commande, la demande, qu'elle soit publique ou privée. Évidemment, l'Industrial Accelerator Act, avec toute la notion d'achat public au niveau européen, suscite un gros espoir. Aujourd'hui, l'article 58 de la loi AGEC que j'évoquais n'est pas du tout respecté, pas parce que les acheteuses ou les acheteurs publics s'en foutent, mais parce que c'est très compliqué. Il n'y a pas de contrôle.
Je suis au Conseil national de l'économie circulaire, c'est un sujet dont on parle souvent mais qui n'est pas abordé. La direction des achats de l'État a pris une enquête sénatoriale sur le non-respect, enfin même pas le lancement en fait de la phase du SPASER qui était dans la loi climat résilience de 2014. Voilà, la commande publique circulaire aujourd'hui est un mythe et donc il faut être capable vraiment de faire en sorte que ce soit une possibilité et pas en tapant sur les acheteurs mais en les aidant à faire en sorte que ce soit possible. C'est pareil sur le privé, notamment les grands donneurs d'ordre, pouvoir rassurer en interne, avoir des produits de qualité. Le produit reconditionné fait peur aujourd'hui. Un produit de qualité qui rassure et montrer culturellement qu'un produit vraiment reconditionné, pas un produit d'occasion où il n'y a pas eu de, il y a rien qui a été fait dessus, mais un vrai produit reconditionné a les mêmes vertus fonctionnelles qu'un produit neuf et au passage décarbone notre pays, permet voilà, de décarboner le scope 3 de toutes nos industries et permet vraiment d'avoir une résilience et d'investir sur le territoire national et d'éviter les importations massives. On a parlé des 67 milliards de fossiles, mais on peut parler de toute l'industrie manufacturière. Bien évidemment, c'est un projet national incroyable, mais il faut voilà, s'engager sur ces commandes-là de produits, puisqu'on ne produit plus grand-chose en neuf de manière générale. Alors François Gemène évoquait le sujet de la science dans son introduction ce matin. Ensuite, on a eu aussi une intervention sur les méthodologies de l'ADEME. De votre côté, François-Clément Grandcourt, vous faites la promotion de l'ancrage scientifique de votre démarche de circularité. En quoi est-ce clé pour orienter vos décisions de transformation, vos décisions industrielles et finalement pour éviter aussi les approches qu'on peut qualifier de superficielles ? Alors, c'est intéressant parce qu'on aura des différences avec Manutan. Qui mieux que l'industriel qui a produit un produit est capable de savoir exactement quelle est la matière, quelles sont les pièces, dans quelles conditions il peut les réutiliser sans même les modifier ou pas. Donc ça dépend industrie par industrie, il n'y a pas une recette absolue. Et en fait, le meilleur conseil que j'ai reçu venait d'une ONG dont le patron m'avait dit, au moment où je démarrais, je n'avais pas la moindre idée de comment commencer, il m'a dit, si tu veux comprendre, crée ta propre science sur ton propre produit. Et seulement à ce moment-là, tu seras capable de pouvoir comprendre les impacts du produit et donc ce qu'il va falloir travailler. Et donc on a lancé un programme de recherche qui originellement devait durer 5 ans, ça a duré 8 ans, je ne parle que de briquets. Et au final, au bout de 8 ans, on a l'intégralité des dimensions. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle décarbonation aujourd'hui, mais en fait, quand on a fait nos autres roadmaps, nos autres feuilles de route, notre première feuille de route décarbonation nous faisait envoler, multiplié par 4000, la consommation d'eau. Ça ne fonctionne pas. Donc l'avantage d'avoir ce travail scientifique fait sur l'intégralité des dimensions et des impacts, c'est qu'en fait, on travaille tout en parallèle. Et donc après avoir été peu efficace, on va dire, sur la feuille de route carbone, on a repris les choses et donc en prenant l'ensemble des dimensions en parallèle, et là, ça fonctionne. Donc le fait d'avoir des scientifiques qui regardent, c'est énorme pour trouver des solutions, mais c'est encore mieux d'un point de vue investissement, parce qu'une fois qu'on a fait une étude scientifique, on refait la même dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, ce sera les mêmes résultats. Ça veut donc dire que l'investissement qui est nécessaire pour changer des parties de processus, on arrivera aux mêmes conclusions également. Donc dans tous les cas, ça ne peut être qu'un bon investissement. Donc ça sécurise profondément l'investissement que l'on fait dans les années à venir et s'assurer qu'on n'aura pas à le changer dans 10 ans, 15 ans et donc ne pas pouvoir avoir tiré toute la valeur. Donc oui, la recherche scientifique est pour moi un point de départ absolument clé pour s'assurer qu'on est dans la bonne direction. Valentina, merci beaucoup François. Comment on fait pour se projeter dans un horizon assez court quand on est une entreprise, une organisation, 3 à 5 ans, comment on priorise le chemin à parcourir pour se transformer, voilà, de votre point de vue, quelles sont les priorités que les entreprises doivent identifier pour justement sortir des premières expérimentations lancées qui sont positives, génératrices de création de valeur, mais pour passer vraiment à des modèles réellement massifiés. D'un point de vue de la recherche académique, que savons-nous ? Merci beaucoup. Je ne vais pas trahir mon concept fétiche du moment rareté. Je vais être bref parce que j'ai compris que le temps est précieux. Effectivement, il y a une multiplication de pilotes. Quelle entreprise aujourd'hui n'a pas de... Donc l'idée, c'est vraiment comment éviter que ça reste in the fringes, dans la marginalité et que ça devienne un système et tout ça. Moi, je me concentrais sur deux points. Un qui est dans les mains des entreprises qui ont déjà expérimenté et testé,
Et l'autre qui s'adresse un peu, on est ici, on est à Bercy, il faut envoyer aussi des messages à d'autres instances. Pour le premier point, ça a été dit par tous, mais effectivement, l'économie circulaire, la décarbonation ne se font pas tout seuls. Donc, il faut des architectes d'écosystèmes. Et après, une fois que l'écosystème est là, il faut des orchestrateurs d'écosystèmes. Il faut des accompagnateurs. Donc, cette idée de la collaboration collective, de la inventer, soutenir et faire vivre des formes de gouvernance collective sont absolument, c'est vraiment absolument essentiel. En fait, souvent les entreprises passent beaucoup de temps aussi à faire du lobbying un peu protectionniste, négatif, mais la valeur du lobbying positif pour ce genre de démarche, les initiatives auxquelles Pierre-Emmanuel participe est énorme. Donc oui, la valeur des liens, de l'ingénierie d'écosystème, de cette démarche volontairement collective, certains parlent de coopétition, peu importe, mais il est important d'irriguer cette nouvelle façon de faire vivre l'économie. Et après, peut-être du fait de notre position, nous les profs, on a souvent à l'oreille des jeunes qui partent travailler pour des grandes institutions, qui financent des projets de décarbonation. Parfois, il y a beaucoup de déceptions. C'est-à-dire aujourd'hui, et on a tous répété combien la décarbonation, l'économie circulaire vont avec compétitivité et résilience, mais souvent, dans la façon d'accorder des financements, il y a une sorte de hiérarchisation de ces objectifs et l'objectif environnemental, la performance environnementale passe un peu à la trappe. Évitons de faire de cet alibi de transition juste une façon de continuer de financer des industries qui seraient un peu des industries aujourd'hui pointées du doigt. Il y a nécessité d'avoir des financements transparents. Il y a la nécessité aussi de primer des initiatives émergentes qui sont portées par des acteurs nouveaux, parce qu'il y a beaucoup de reportages et beaucoup de voix du dedans qui montrent que le fléchage de ces investissements si précieux pourrait répondre à des critères de transparence, de courage et de respect quand même des limites planétaires qui sont là et que donc nos décisions économiques ne peuvent qu'être réencastrées dans cette finitude planétaire. Donc voilà, je pense que c'est important. C'est un peu plus touchy à aborder, mais je pense que c'est important aussi de souligner. Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué dans les conditions de massification, c'est celui de la donnée. Et avec vous, on va clôturer cet échange. Sarah, évidemment, ça peut être ça peut être des principales difficultés auxquelles sont confrontées les organisations, les entreprises, de fiabiliser leurs données. Vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre intervention. Comment on fait pour passer à grande échelle, quelles sont les principales difficultés et par où commencer, ça c'est important. Et j'ai bien aimé du coup voilà votre analyse du coup sur le compte de résultats et les bilans comptables qui ne sont pas adaptés aujourd'hui, c'est sûr par rapport à tous ces enjeux. Et moi je crois beaucoup, on travaille au sein de la profession comptable, au niveau des experts comptables et des commissaires aux comptes sur tous ces sujets parce qu'on est persuadés nous en tant que financiers que la robustesse du coup des modèles d'affaires et la résilience va passer par tant de la performance économique que de la performance ESG. Donc bon, c'est pas facile, on ne trouve pas les méthodes, on avance pas à pas. Mais du coup, sur la difficulté du coup d'avoir une donnée fiable, alors on connaît bien le sujet, parce que nous, au sein du groupe Fideliance, on a publié notre rapport CSRD volontaire, donc je vois bien du coup les difficultés du coup qu'on peut avoir pour récolter du coup ces données. C'est un cauchemar pour les directions RSE de récolter toutes ces informations. Très chronophage. Moi, j'ai en tête un exemple, fin juin, sur un groupe où je fais des vérifications de GES, où en fait, le sujet, c'est quand je prends ma casquette de traductrice, c'est un peu ça, c'est que finalement, on va faire le lien entre le service RSE et la direction comptable, parce qu'en fait, ils ne se parlent pas forcément, pour avoir du coup, le bon périmètre déjà d'analyse. Donc, premier sujet, du coup, c'est le périmètre, s'assurer du coup qu'il est bien pertinent. Typiquement, les avoirs, dans le cadre de la vérification, il y avait des avoirs de facture, ce qui arrive souvent, il a été compté 2 fois, pas forcément du coup dans le bon sens. Donc il y a des petites choses comme ça qui font que c'est au fur et à mesure, en produisant du coup la donnée régulièrement et en faisant vérifier qu'on va du coup s'améliorer du coup dans la qualité, en termes de bonnes pratiques. Finalement, par quoi commencer? Écrire.
Pourquoi ? Parce qu'on le voit, dans une équipe, ça tourne, voilà, il y a le turnover du coup habituel. Donc il faut écrire les méthodologies, ça c'est important pour pouvoir du coup bien comparer et bien fiabiliser du coup la donnée. Mettre en place du coup des process de contrôle interne. Donc quand on a une donnée, il faut s'assurer qu'elle est cohérente. Alors c'est encore nouveau du coup sur les données ESG, mais voilà, il faut du coup pouvoir avoir une revue critique sur le sujet. Bon, associer les fournisseurs, ça c'est sûr, c'est le nerf de la guerre. Produire à donner régulièrement, ça c'est le sujet clé. Et puis je pense que, j'espère en tout cas qu'on aura une opportunité avec la facture électronique qui va arriver dans les entreprises là. Et peut-être que demain on aura une meilleure fiabilité des données. Et je voudrais saluer du coup tous les responsables RSE du coup pour leur volonté du coup de produire une donnée fiable, bravo, parce que en temps c'est pas facile du coup au sein d'une entreprise. Alors avant de clôturer définitivement la table ronde et d'ouvrir cette pause déjeuner, mais justement pour alimenter vos discussions aussi pendant la pause déjeuner, moi j'ai envie de vous poser une dernière question et rapide, une réponse évidemment flash, très rapide. On a parlé de beaucoup de contraintes. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous rend optimiste ? Voilà. Un tour de table rapide. Qu'est-ce qui aujourd'hui, malgré tout ce qu'on a évoqué potentiellement de négatif, vous donne de l'optimisme ? Alors, il y a une prise de conscience que l'État doit retrouver et reprendre une souveraineté, notamment sur ses frontières. Sinon, si on met des règles en interne qu'elles ne s'appliquent pas à ceux qui vont importer, ça ne fonctionne pas. Et ça va aider beaucoup de dimensions, notamment les aspects de sécurité produits, qui aujourd'hui ne sont plus vérifiés du tout au niveau européen. Et c'est assez regrettable parce que ça coûte, par exemple, sur les briquets non conformes, simplement 50 milliards d'euros par an dans l'Union européenne. Ça fait que chaque briquet non conforme qui est importé devrait être vendu 200 € au lieu de 2 €. C'est probablement dommage. Et là, il y a moyen de faire refonctionner le système normalement. On a une table ronde sur l'industrie juste après la pause déjeuner. Vous reviendrez, on y parlera souveraineté également. Peut-être pour rebondir sur ce qu'a dit mon voisin, en plus de cette prise de conscience, il y a un leadership technologique qu'on a en Europe, qu'on a en France. Il y a plein d'acteurs qui ont plein de solutions. Alors, on montre souvent là où on est un petit peu plus faible. C'est vrai, il faut être lucide, mais on a beaucoup de solutions technologiques. Et donc ça rend optimiste. Sur l'électrification, ce qui me rend optimiste, c'est d'écouter les clients. Pour eux, ce n'est pas une question de savoir s'ils passeront à l'électrique, mais quand ils vont le faire. Et la proportion de ceux qui disent qu'ils ne passeront jamais est vraiment devenue extrêmement minoritaire. Et sur l'économie circulaire, en fait, ce qui rend extrêmement optimiste, c'est le gisement non exploité, en fait, énorme. Et le fait que, sur ce sujet-là, il y a une prise de conscience de plus en plus forte de l'alignement entre l'intérêt économique et l'intérêt environnemental. Et ça, c'est un driver, c'est plus du tout un sujet RSE à la limite à la fin. Donc moi, je veux bien sortir du débat dans ces cas-là, si ça devient un sujet business, et c'est ça qui est en train de se passer progressivement. Dans la douleur, mais c'est en marche. La force du collectif et l'importance du dialogue qui sont toujours là, la preuve, cet événement. Je prends ma petite casquette académique, le nombre de jeunes formés à ces sujets, ce qui était peut-être moins le cas il y a 40-50 ans, etc. Autant de forces vives, en plus des personnes convaincues et déjà formées. Et évidemment, vous êtes toutes et tous là aujourd'hui, mais toutes ces hordes de jeunes qui, en fait, naturellement penseront by design la circularité dans le moindre et la décarbonation dans le moindre projet d'entreprise, y compris ceux qui n'ont rien à voir avec la décarbonation. Et moi, je trouve que malgré le backlash RSE, on a de plus en plus d'entreprises du coup qui publient. Donc on sent que c'est vraiment un sujet on voit vraiment qui est vraiment stratégique. Et moi, je pense que demain, finalement, la différence se fera plus sur les objectifs affichés, mais sur la capacité du coup à prouver les résultats. Voilà. Merci pour ce riche débat. On va pouvoir prendre une ou deux questions avant de passer à la pause déjeuner. Si dans la salle, il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole, un commentaire, une question. Oui, moi j'ai une question. Vous pouvez vous présenter peut-être. Oui, bonjour, je m'appelle Marine Le Touzé, je travaille chez Schneider Electric sur les sujets d'IA frugale. Et c'est Pierre-Emmanuel, c'est ça, que je ne me trompe pas dans le prénom. Non, je voulais vous remercier pour votre témoignage. J'ai trouvé ça très intéressant d'avoir le témoignage d'une entreprise qui a eu une idée sur la transformation et qui allait peut-être pas encore au bout de l'idée, mais qui s'est donné les moyens de tester son idée de changement de business model et de réelle transformation. Et donc ma question, c'est quels arguments ou quelles actions ont permis de passer de l'idée, donc on trouve tous que c'est une idée géniale j'espère, d'aller vers le reconditionné, mais
comment est-ce qu'on concrètement on passe à l'œuvre. On a parlé dans la table ronde du fait de se fixer des objectifs pragmatiques qu'on peut suivre et du risque de rester dans des innovations marginales. Est-ce que dans votre entreprise, vous avez fixé un objectif sur cette part de reconditionné et qui vous drive voilà. Merci beaucoup pour la question. Donc déjà, je vous confirme qu'on est devant la montagne, donc on est uniquement au tout début. Les grands arguments, en fait, c'est né du rachat de l'entreprise que j'avais créée et ça a suscité un enthousiasme de faire une acquisition pour la première fois dans l'histoire d'un groupe familial sur le sujet de la décarbonation il y a des sondages internes et il est inégalé par rapport aux acquisitions classiques. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, là, je l'évoquais, la pression quand même des clients sur la décarbonation. On est devenu les meilleurs potes des acheteurs indirects ou des responsables des achats responsables, qui est aussi d'ailleurs une catégorie d'acheteurs qui a, et c'est génial, c'est multiplié sur LinkedIn les dernières années. Ça, c'est vraiment pour les raisons principales. La troisième aussi, c'est que notre scope 3, 99%, ce sont évidemment les produits que nous vendons. On est SBTI, en fait, on n'est absolument pas crédible. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens de ne pas le faire quand on prend un tel engagement. On n'a aucune chance de l'atteindre si on ne fait pas de circularité. Voilà pour la première question. Et puis sur la deuxième, oui, j'ai fixé 100 millions d'euros de chiffre d'affaires sur un groupe qui fait 1 milliard à 2035. On est à 5 millions aujourd'hui. C'est objectivement impossible à date dans l'état actuel de l'offre. Donc la grande question, c'est qu'est-ce qu'on va créer nous-mêmes en produits reconditionnés et comment on va aider nos fournisseurs et l'écosystème à créer l'offre. Encore une fois, on n'est qu'un distributeur. Peut-être que je serai amené à fermer en fait Sub Circulaire et c'est très bien parce qu'il y a plein de fournisseurs qui connaissent beaucoup mieux les produits, pour revenir sur ce que disait monsieur qui travaille chez BIC sur le côté industriel qui maîtrise mieux. Peut-être, j'en sais rien, je m'en fiche en fait. L'important, c'est qu'on y arrive. Mais en tout cas, voilà, en gros 10% du chiffre, ce qui est aujourd'hui évidemment lilliputien par rapport à ce qu'on fait. Merci. Une dernière question, ici devant, s'il vous plaît. C'est pour le micro. Oui, rebonjour Brigitte Herlin, Société Metron. Je vous remercie d'avoir abordé la data, la donnée en dernière question parce qu'elle est clé. Et comme ça a été dit par le professeur, il faut arrêter de faire des clivages et la révolution numérique n'est pas opposée à la décarbonation. Ça peut être son pire ennemi, mais ça peut être aussi son meilleur allié. Et pour répondre à comment s'y prendre sur les data, indépendamment de créer l'immensité du reporting, de data de tout genre, une recommandation très pratique, c'est pour avoir de l'impact, c'est de s'attaquer à ce qui a de l'impact sur le carbone, à savoir l'énergie, et d'aller compter directement sur le terrain par la data toutes les consommations d'énergie d'un site industriel ou d'un bâtiment tertiaire ou de tous les bâtiments de logistique de Manutan pour être capable de monitorer en temps réel, de réagir en temps réel aux dérives qui sont modélisées et analysées et réduire en temps réel sa consommation. Et c'est valable sur l'eau qui va être la prochaine crise. On ne parlera pas de désossification, mais il y aura un vrai sujet puisqu'il n'y a pas de substitut pour l'eau. Donc l'eau, il va falloir vraiment l'économiser, la suivre, la piloter et réduire la consommation. Merci. Merci pour votre question, commentaire. Un grand merci à tous les intervenants. Je vous invite à les remercier chaleureusement. Merci pour votre participation.